Alors, bon après-midi tout le monde. C'est vraiment agréable d'être avec vous aujourd'hui pour parler en fait des ressources mutualisées en costume à travers le Québec. En fait, on est vraiment contente d'avoir rassemblé plusieurs personnes qui portent des projets déjà établis, des projets en devenir dans différentes régions du Québec. Donc, on va être très heureux aussi d'avoir vos questions et commentaires éventuellement à la fin. Donc, premièrement, j'aimerais noter qu'aujourd'hui, pour cet événement, nous sommes rassemblés en territoire Huron-Wendat non cédé par voie de traité et que Wendake, la seule réserve Huron-Wendat au Canada, est située aux abords de la ville de Québec. Donc, c'est important pour nous de faire d'abord une reconnaissance du territoire parce qu'on se rend compte de plus en plus que ce vers quoi on aspire en éco-responsabilité, en éco-conception, c'est beaucoup des concepts, en fait, qui sont portés depuis des millénaires par les nations autochtones. Et donc, on est en train de faire un travail pour revenir vers ces savoirs-là, pour nourrir, approfondir notre connaissance de leur culture, mais aussi notre approche face à une création qui soit plus respectueuse de l'environnement. Donc, c'est un événement qui est co-organisé par l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec, la PASC, Écocéno, et qui a lieu grâce au soutien du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Alors, on est très heureux d'être accueillis par le Carrefour aujourd'hui pour avoir cette discussion et avoir l'occasion d'en savoir un peu plus sur nos différentes initiatives. Donc, on voit émerger depuis plusieurs années au Québec des différentes initiatives de mutualisation, c'est-à-dire comment on peut faire pour rassembler les ressources, qu'on ne travaille pas chacun en silo, mais qu'il y ait des ressources qui soient accessibles à tous, qui facilitent le travail des concepteurs, des producteurs, des créateurs. Donc, aujourd'hui, on va entendre parler du Grand Costumier, donc qui est une ressource à Montréal qui est déjà assez bien établie, qui va pouvoir aussi, donc on a Ariane et Kate qui vont nous en dire un peu davantage dans quelques minutes sur le Grand Costumier à Montréal. Il y a Guylaine qui est là pour représenter le projet La Chiffonnière à Sherbrooke, qui est un projet en émergence, mais qui a un passé aussi qui est intéressant. Et on a trois personnes, Marie-Renée, Élisabeth et Daniel, pour nous parler. En fait, surtout Marie-Renée et Élisabeth pour nous parler du projet En devenir pour la Ville de Québec, du costumier de la Ville de Québec, et Daniel qui a participé à ce projet-là aussi, mais qui a aussi porté un projet à Québec dans la Maison Jaune, qui est un peu les graines d'où émerge le projet du Grand Costumier par la suite. Donc, je ne sais pas si vous aimez ma formulation, mais on va y aller comme ça. Donc, pour commencer, je vais d'abord demander à Ariane et Kate de se présenter et de nous présenter un petit peu l'historique du Grand Costumier. Alors, Kate Lecourt, vas-y. Bonjour. Voilà. Ouais, on est changé. Voilà mon visage. Alors, nous, on est le Grand Costumier. On est donc situé à Montréal. C'est une entreprise qui est sur pied depuis 2016. Qui est héritière de la collection originale de Radio-Canada, mais dont on a fait un très, très grand développement dans les dernières années, puis qui se prépare à vraiment plein de choses dans l'avenir. Parfait. On pourra en parler un petit peu plus en détail de ce qui s'en vient pour l'avenir, mais aussi, peux-tu nous dire, toi, c'est quoi ton rôle au Grand Costumier? Au Grand Costumier, moi, je suis costumière. Je m'occupe principalement des projets hors Québec, ce qui veut dire que je fais affaire avec les productions de l'Ontario, des Prairies, des Maritimes, surtout de Vancouver. Donc, je travaille avec des productions cinématographiques pour lesquelles moi, je crée des looks, je crée des scènes pour eux, leur tournage. Je m'occupe aussi de tout ce qu'on appelle le codage, le catalogage, ce qui veut dire toute l'intégration des nouvelles pièces dans notre collection, que ce soit la datation, l'histoire du costume, la description, et puis après ça, leur donner une place dans la collection. Voilà. Merci beaucoup. Ariane, tu es la nouvelle directrice du Grand Costumier. Veux-tu nous dire quelques mots? Bien, oui, en fait, je succède à Marie Hood, qui était là dans les premiers, en fait, je dirais dans les fondateurs, avec plusieurs gens là, qui se sont inquiétés du fait que la collection de Radio-Canada allait juste disparaître. Donc, ils se sont rassemblés, je dirais, autour de 2015, 2016, ça s'est concrétisé. C'est Marie qui était à la direction générale depuis ce temps-là. Elle est partie depuis l'année dernière.
je suis arrivée, je prends le relais d'un organisme qui est extraordinaire, qui a une solidité d'organisation au niveau de la structure. Le CA est extraordinaire. Marie a fait un travail colossal de développement. Puis, ce qu'on m'a donné comme mandat aussi, le CA, ils m'ont donné comme mandat de continuer à faire le développement des affaires à l'extérieur, bien sûr, de façon locale. Beaucoup aussi de commencer à développer plus les États-Unis, puis de faire le virage numérique. Puis un des grands projets que je porte, c'est de tendre la main à l'ensemble de tout ce qui est artisan du costume élargi pour qu'on puisse effectivement devenir de plus en plus fort ensemble. Merci, merci pour cet effet. J'ai aussi une formation comme actrice. C'est vrai, mais bon. Merci beaucoup. Merci, Ariane, super. Donc, le grand costumier est entre bonnes mains. Guylaine, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours et aussi de la chiffonnière, le projet que tu mets en place à Sherbrooke. Oui, Sherbrooke. Alors, oui, moi, je suis formée en scénographie à l'UQAM 2006-2009 et puis j'ai vraiment pris une tangente de décor durant toutes mes études et finalement, 2009, depuis, je passe ma vie en costume. Donc, j'ai créé, en fait, la chiffonnière. Là, c'est tout récent, depuis janvier dernier, en fait, que c'est enregistré comme entreprise d'économie sociale. C'est issu, en fait, du séminaire de Sherbrooke, un établissement d'enseignement collégial privé à Sherbrooke qui existait, dans lequel j'ai enseigné pendant 12 ans dans le programme Arts et Lettres Théâtre, dans lequel je donnais des cours de décor et de costumes, donc de technique scénique, pardon. Et puis, on m'a informé en 2019 que le programme allait fermer. Donc, moi, depuis les 10 dernières années avant, je ramassais des costumes, je bonifiais l'offre pour les étudiants. Les gens me connaissaient aussi dans la région, donc passaient par moi pour des locations ici et là. Et puis, donc, je suis passée d'une centaine de costumes à des milliers de costumes. Et quand on m'a informé de ça, en 2019, j'ai voulu donc sauver cette collection-là que j'ai bâtie dans les dernières années. Donc, j'ai lancé un cri du cœur à Radio-Canada, Sherbrooke. On m'a écouté et donc, depuis décembre, en fait, là, je suis localisée dans l'ancien couvent des Petites Sœurs de la Sainte Famille à Sherbrooke et anciennement dans l'atelier de couture des Petites Sœurs. Je suis de retour aux sources. Et puis, donc, ouais, j'ai installé l'ensemble de mes milliers de morceaux de vêtements dans 878 pieds carrés. C'est bien, bien rempli. Et puis, voilà. Fait que c'est tout nouveau comme projet. J'avais ma vie de pigiste avant tout ça. Et là, maintenant, le costumier est partie présente de ma vie plus qu'avant. Donc, c'est ça, c'est une nouvelle gestion d'horaire. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je réalise que je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Anne-Catherine Lebeau, directrice générale et cofondatrice de l'organisme Écocéno, qui est aussi une entreprise d'économie sociale. Rapidement, une entreprise d'économie sociale, dans le fond, c'est une entreprise à but non lucratif. Ça peut être une OBNL ou une coop. Dans notre cas, on est des OBNL. Et je pense que c'est un OBNL en devenir qui s'en vient. Puis en fait, le terme entreprise d'économie sociale, c'est un OBNL qui va chercher minimum 40% de ses revenus en revenus autonomes. Donc, je t'ai entendu le dire, puis je me suis dit, je l'explique souvent, je vais l'expliquer pour le bénéfice de tous. Donc voilà, puis juste dire rapidement, chez Écocéno, on a une section textile aussi. Dans le fond, on collabore avec le grand costumier, entre autres. On récupère, dans le fond, les surplus de tissus des costumières. Donc, nous, on n'a pas du tout des costumes, mais on a des tissus qu'on remet en circulation. Et voilà, et on fait aussi beaucoup de tests sur des teintures naturelles, donc avec différents tissus. Et voilà, donc c'était ma petite intro de moi et d'Écocéno. Je vais passer la parole à Marie-Renée. Donc, Marie-Renée, peux-tu nous dire quelques mots sur toi? Et, et on s'est vu quelques fois dans les dernières années. Et donc, Marie-Renée, oui, je veux juste savoir quelques mots sur toi, puis un peu, c'est quoi ton implication dans le costumier de Québec en devenir? Oui. Alors, Marie-Renée Bourget-Harvey, je suis scénographe. C'est ça, hein? Faut que je dise juste c'est quoi ma base, là? C'est ça. Mais je suis comme une couple d'affaires aussi. Ouais, c'est ça. Je suis comme formatrice aussi en éco-conception, fait que j'accompagne des gens, puis je suis
vice-présidente de la remise culturelle, qui existe depuis une petite année, mais qui est réfléchie depuis presque 10 ans. Puis, c'est ça. Puis, vite, en fait, ce que j'ai fait, pourquoi je suis là, en fait, parce que remise culturelle, on passe plus matériaux, c'est que quand j'ai préparé le plan d'action pour la remise culturelle, j'ai fait des entrevues avec une trentaine de personnes, puis ce désir de costumier collaboratif-là a émergé très, très fortement des rencontres que j'ai eues, puis était dans mon esprit aussi, même si je fais principalement du décor. Puis, j'ai parlé justement avec Daniel à l'époque et avec plein d'autres personnes qui portaient plein de projets différents ou qui avaient le goût de le réfléchir. Puis, on a commencé à le réfléchir puis à le poser dans le plan d'action de la remise culturelle pour espérer qu'un costumier collaboratif existe. Puis, mais nous, c'est pas la même façon, parce que nous, c'est pas de partir d'une collection. Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est de partir, mettons, de ce qui existe déjà dans les différents lieux culturels, fait qu'autant événementiel, théâtre et tout ça, de la Ville de Québec, puis de rassembler ça ensemble, fait que d'avoir une collection propre, mais d'avoir une collection aussi participative. Fait qu'essayer de monter une nouvelle affaire, là, tu sais, fait que, on tweak une petite affaire. Fait que c'est un peu... fait que je suis un peu là pour ça, je pense, parce que j'ai fait des liens. Puis on c'est ça. On a posé des bases. On a osé présenter un petit mémoire à la Ville de Québec l'année passée, mais comme on a su que la Ville de Québec voulait s'impliquer de manière durable dans la transition socio-écologique, mais dans tous les pans. Fait que là, on s'est fait dire, go, on dépose un mémoire. Fait qu'en une semaine, avec Émile Beauchemin de la Charpente, Daniel et moi, on a écrit un mémoire. Et la veille de déposer, on s'est dit, il faudrait peut-être avoir des appuis. Fait qu'on a on écrit à tous nos contacts sur Messenger. Puis on aurait, je sais pas, on a eu 200 personnes à peu près, là, en une couple d'heures, qui ont juste dit, oui, on appuie un projet. Fait que là, on a fait, il y a un besoin. Fait que c'est ça. Fait que je viens d'essayer de vous ramasser ça en 2 minutes. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Elisabeth. Alors, bonjour, Elisabeth Routier, coordonnatrice générale de la remise depuis 1 an, là, quelques jours. On a démarré ça justement en juin dernier. On a ouvert en septembre. On s'est rendu compte aussi que le milieu, pour les décors, tout ça, ça va quand même bien, les matériaux, mais il y avait vraiment un besoin niveau costume, niveau textile. Donc, on est en train de justement là, développer ce projet-là, puis partir des documents qui avaient déjà été faits, rassembler ça pour pouvoir partir ce projet-là à Québec. Merci beaucoup. Daniel? Oui, bonjour. Je ne suis pas super à l'aise devant des gens, mais bon. Allô, moi c'est Danielle Boutin, je suis scénographe. Puis quand je suis sortie de l'école en 2000, je me suis dirigée vers la Maison Jaune, qui est un endroit d'enseignement, puis de loisirs pour le grand public. Puis j'ai demandé une subvention, jeune volontaire, tout ça, puis j'ai parti un costumier, dans le fond, tranquillement, pas vite, qui est devenu assez gros. Puis en 2019, la Maison Jaune a fermé, a fait faillite, donc le désir de sauver tout ça m'a donné un élan, dans le fond. J'ai contacté des gens, j'ai suivi la formation d'éco-scéno aussi, puis je pense que c'est pour ça que je suis là. Absolument, mais c'est ça, c'est... Oui, vas-y. Oui, puis juste peut-être... non, mais tu peux peut-être dire les vêtements du costumier de la Maison Jaune, ils se sont promenés à 2 places, puis où ils sont vendus en ce moment? Oui, en fait, on a réussi, illico, en catastrophe, dans le fond, à sauver le costumier grâce à la donation d'un mécène, que je remercie, je ne sais pas c'est qui, mais merci. Puis on a réussi à racheter, dans le fond, tout le fond du costumier qu'on a récupéré, qu'on a sauvé, qu'on a amené dans un local de la ville, Édouard Lavigne, c'est ça. Puis ensuite, ça s'est envoyé c'est maintenant à la remise culturelle. Mais la remise culturelle, c'est pas nécessairement un endroit adéquat pour avoir des costumes. Je dirais, il y a beaucoup de poussière, tout ça. Donc, on est en train de réfléchir à une meilleure solution pour pas perdre ça. Puis c'est l'opportunité, en fait, parfaite là, pour réfléchir à un projet qui serait solide puis durable. Merci beaucoup. Bien, c'est ça, c'est beau de voir le lien d'attachement aussi qu'on a avec les costumiers qu'on bâtit au fil des années, que des artisans bâtissent. Par exemple, le Grand Costumier, ça vient du costumier de Radio-Canada. On voit que le costumier émerge aussi de la Maison Jaune. Toi, c'est aussi la chiffonnière est née de vouloir sauver le costumier que tu avais bâti à travers les années. Fait que c'est super intéressant de constater ça. Donc, voilà. Donc, on va aller un petit peu plus en détail dans comment fonctionne chacun des modèles, puis peut-être trouver des points de contact. J'ai des panélistes dissipés. On sait que ça s'en va vers là, fait qu'on repasse le micro.
C'est parfait. C'est bon. Donc, Kate, j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur le modèle, dans le fond, que vous avez, dans lequel vous travaillez au Grand Costumier. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de c'est qui vos utilisateurs. Tu as parlé du milieu du cinéma, tu as parlé des États-Unis. Donc, nous préciser un petit peu en termes de, dans les différents secteurs, est-ce que vous faites affaire surtout avec le cinéma? Est-ce que vous faites affaire avec le théâtre? Est-ce que vous faites affaire avec le milieu communautaire? Donc, quelques mots sur vos utilisateurs, s'il te plaît. Absolument. Puis je ne sais pas si on l'a mentionné, mais nous aussi, on est un OBNL. Économie sociale. On a vraiment comme deux marchés séparés. C'est sûr que tout à l'heure, j'ai parlé des États-Unis puis du reste du Canada parce que c'est mon département, mais je dirais que 75% de nos utilisateurs sont des gens de Montréal, un peu des gens de Québec aussi. On travaille avec des gens de théâtre, de cirque, de danse, beaucoup de stylistes aussi, à la fois pour des projets photos ou des publicités. Essentiellement, c'est ça notre bassin. Là. Super. Bien, je vais poursuivre sur les utilisateurs avec toi, Guylaine. Je sais que toi, tu travailles aussi beaucoup dans le milieu du cinéma, puis que ça va peut-être influencer les utilisateurs de la chiffonnière, mais c'est quoi dans ton esprit? C'est qui les utilisateurs principaux de la chiffonnière? Moi, je travaille beaucoup avec les écoles, en fait, secondaires, pour leur production théâtrale. Je travaille avec les compagnies de théâtre, compagnies de danse aussi. Puis oui, en cinéma depuis plusieurs années, en fait, depuis 2012 là, que je travaille en télé et en cinéma. Puis, il y a 3 ans, à Sherbrooke, il y a le bureau estrien de l'audiovisuel, du multimédia, le BEAM, qui a été créé aussi, puis qui amène de plus en plus de productions en région. Donc, je suis une membre là-bas. On travaille régulièrement ensemble. Donc oui, ça m'amène aussi ce bassin-là de gens qui viennent prendre des costumes chez moi, à la chiffonnière. Super, merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a quand même des points d'accroche entre vos deux organismes. Pour le costumier de Québec, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des utilisateurs que vous avez en tête? Ça risque d'être quand même principalement aussi des compagnies de production, des théâtres, cirques, même événementiels. Là, il y a le carnaval ici qui fait quand même un gros défilé à chaque année, qui nous ont dit qu'ils voulaient faire justement un ménage dans... puis les fêtes de la Nouvelle-France, dans leur costumier, puis de juste peut-être venir prendre des ressources à l'occasion. Donc, pas mal le milieu culturel aussi, principalement nos membres. Puis j'ajouterais, parce qu'on est comme... Oui, j'ajouterais peut-être aussi tout le milieu aussi éducatif, en fait, les écoles secondaires, les spectacles, les cégep, puis tout ce qui est relié aux activités théâtrales, mais non professionnelles aussi, qui seraient dans nos clients, disons. Ouais, troupe de loisirs aussi, là, loisirs culturels. Parfait, super. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, on a un petit jeu de micro ici. Tu peux le redonner par là-bas, merci. Donc, je vais peut-être voir si j'alterne toutes les questions comme ça ou je rassemble. Donc, Kate, j'aimerais que ça m'intéresse un peu de voir le volume du Grand Costumier parce que, on a rarement accès à cette information-là. Donc, j'aimerais ça que tu me dises combien de pièces vous intégrez par semaine à peu près, puis un petit peu peut-être par année ou par semaine, le nombre de locations que vous faites au Grand Costumier. Pour ceux qui ne sont jamais venus au Grand Costumier, on a 5 étages. On a plus de 120 000 morceaux, en incluant pas les accessoires. Donc, c'est vraiment une très, très grande collection. Je dirais qu'au local, on loue peut-être 1000 pièces par semaine, peut-être. Mais ça peut inclure des petites choses, genre des bijoux, des sacoches. Mais je dirais une semaine normale, peut-être 1000 pièces, plus ce qui se fait à l'extérieur du Québec, qui généralement est un 1000 à 2000 par semaine, peut-être, je dirais. Puis, à l'intérieur de ça, dans l'équipe de catalogage, nous, on intègre environ 85 morceaux par semaine à l'année. Oui, vas-y, Ariane. Bien, c'est parce qu'il y a comme 2 dynamiques. Tu sais, il y a la dynamique d'acquisition. On peut avoir des dons où on va carrément acheter, par exemple, une famille qui se débarrasse d'un grand lot de robes de mariée des années 50-60 qui ont vraiment une belle qualité patrimoniale. Donc, ça, c'est de l'acquisition, tu sais. Mais ça peut attendre très longtemps avant qu'on puisse les intégrer dans la collection. Fait que c'est pour ça qu'elle parle de 85 pièces par semaine. Fait que c'est pas
systématiquement qu'on achète 85 pièces par semaine, mais on réussit à les intégrer au fur et à mesure que les semaines passent. Mais il y a des choses qui ont été achetées ou qui nous ont été données en 2017 qu'on n'a pas encore intégrées dans notre base de données. C'est énorme. C'est un gros travail. Oui. Bien, merci beaucoup. Puis ça m'amène à la question, je vais poursuivre. Donc, est-ce que, donc, on parle beaucoup de location. Est-ce que votre modèle, c'est seulement de la location ou vous avez aussi de la vente? Comment ça fonctionne? Notre modèle, c'est principalement de la location, mais on a aussi une section vente pour les gens vraiment strictement du milieu du costume ou en tout cas de la scénographie en tant que telle. C'est des pièces que nous, on va décider de ne pas intégrer dans notre collection, peut-être parce qu'on en a déjà beaucoup puis qu'il faut faire des choix. Des fois, ça peut être des morceaux qui ont besoin un petit peu d'amour, qui, pour de la location, ça ne fait pas nécessairement de sens, mais qui sont des super belles pièces à partir desquelles les productions, les scénographes peuvent construire, refaire. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Puis des fois, c'est aussi des belles pièces historiques, vintage, mais qui sont trop abîmées pour être portées, mais qui pourraient faire des super belles bases là, pour de la recherche, pour copier des patrons. Voilà. On a aussi l'atelier qui est avec nous, qui, eux, font des confections, là, qui travaillent avec des concepteurs. Quand un concepteur vient vous demande de faire une confection pour lui, qu'est-ce qui se passe avec le costume une fois qu'il a été utilisé dans la production, dans la création? Ça va vraiment dépendre du concepteur puis de la production. Ça peut être une production où est-ce qu'ils vont garder le vêtement, mais on fait aussi un truc qui s'appelle première location, ce qui veut dire que le concepteur va payer 50% du montant total de la confection. Et puis après, nous, on va garder le costume. Dans votre collection. Super. Dans notre collection. Absolument. Super intéressant. Donc, vous avez un aspect confection aussi au Grand Costumier. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais intégrer à la chiffonnière? Est-ce que c'est seulement les pièces de costume qui vont être en location ou il y a aussi une partie qui est de la conception de costumes, en fait, de la fabrication de costumes avec un atelier? J'ai sur place un atelier de couture. Donc, oui, il y a la possibilité. En fait, j'offre la confection, là, conception également. Puis, tu sais, j'ai des équipes aussi là, qui sont prêtes à travailler aussi dans l'atelier. Parce que là, en ce moment, je suis seule qui a démarré tout ça, mais j'ai plein de petites mains autour de moi. Puis, oui, même fonctionnement, là, la location, aussi quelques achats sur des basics, surtout en cinéma, là, que je laisse partir sans aucun problème. Puis, ouais. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu vends aux gens qui veulent. Parfait. Oui. OK, super. Merci beaucoup. Ça m'intéresse de savoir, aux costumiers, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un modèle surtout basé sur la location? Est-ce qu'il y a de la vente? Est-ce qu'il y a un atelier sur place? Ça va être principalement de la location aussi. Là. Ça va être de faire une première charte ou tout ça. Puis il va y avoir aussi, pas nous nécessairement, mais un atelier. Il y a la charpente où on risque de s'installer, qui désire faire un atelier de couture locatif. Donc, ça va être avec la charpente de peut-être participer peut-être à l'acquisition de machinerie puis de l'opérer ensemble un petit peu puis d'entretenir les machines, réparer nos morceaux dans l'atelier de la charpente. Quelque chose de plus collaboratif vu qu'on doit être sur le même lieu. Parfait, super. Ça m'intéresse, Daniel, de savoir, à la Maison Jaune, est-ce qu'il y avait une partie atelier aussi? Oui, on avait un atelier. On était à peu près 3 scénographes à travailler, 2 à temps plein, je dirais. Puis c'était, de classer tout ça, de laver, d'entretenir, mais aussi de récupérer aussi les choses pour faire des bases, comme Kate disait tout à l'heure, là, ou récupérer un simple zipper, ou en tout cas, des matières, en fait, des velcro, tout ça, là, qui sont possibles. Puis on faisait de la location aussi. C'était pas juste là, pour les utilisateurs là, de la Maison Jaune, c'était de la location, mais uniquement aux scénographes de la Ville de Québec. Il n'y avait pas de publicité, il n'y avait rien. Là, c'était vraiment pour servir les gens. Parfait, super. Je sais qu'il y avait une vocation à la Maison Jaune aussi de formation. Donc, comment vous vous serviez du costumier comme lieu de formation? Oui, en fait, moi, à la Maison Jaune, il y avait aussi l'option théâtre-études et l'option art-études. Donc, dans l'option art-études, moi, je ferais le cours scénographie. Donc, mes étudiants en scéno venaient dans le costumier puis faisaient la création, la conception, la réalisation des costumes pour les étudiants en théâtre-études, les finissants. Donc, vraiment,
il apprenait là, justement à fouiller dans un costumier. Il apprenait à partir de base justement pour créer des choses plus spécifiques, là, plus personnelles. Aussi à la Maison Jaune, j'avais une stagiaire en fait qui venait d'un programme là, d'aide pour des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà étudié en scénographie aussi, donc il avait de l'intégration sociale aussi qui faisait partie du mandat. Super, merci beaucoup. Marie-Renée, comme tu donnes beaucoup de formations à des scénographes, à des conceptrices, des personnes conceptrices de costumes via Écoscéno, les formations en éco-conception, éco-responsabilité, dans les formations, quels besoins tu as vu émerger, quels besoins sont nommés puis auxquels tu aurais envie de répondre via le costumier de Québec? Oui, en fait, il y a beaucoup de questions quand on parle de costumes, puis même dans la formation qu'on donne, on n'a pas le temps d'aller en profondeur là, dans ce sujet-là, mais ce qui émerge souvent, c'est l'accessibilité, je trouve. C'est ce qu'on se rend compte, c'est que c'est possible d'avoir accès, mais comme les gens dans les différents lieux, dans les théâtres ou dans les lieux culturels sont débordés, sont fatigués, l'accessibilité est difficile. En fait, c'est ça, on n'a pas accès aux costumes, on n'a pas accès. Fait que souvent, c'est difficile de rejoindre les gens, c'est difficile d'avoir accès à la matière. Donc, ils achètent par dépit, mais pas par désir. Tu sais, leur désir, c'est vraiment de récupérer puis de voir tout ce qu'il y a d'accessible avant puis de partir de ça. Fait que c'est pour ça, c'est de là qu'est émergé aussi le désir de « et si on rassemblait tous les costumes de la Ville de Québec au même endroit, puis qu'on aidait, de un, à en prendre soin, à les réparer, à les gérer, puis à permettre à des gens à stabiliser aussi des salaires. Tu sais, c'est ce qu'on parlait aussi, d'engager des concepteurs qui veulent faire des demi-tâches, de lier ça, tu sais, peut-être même avec le conservatoire. Fait que, tu sais, tout d'un coup, on s'est dit, c'est ça, le besoin, il a comme émergé de lui-même, là, tu sais, de dire, bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il existe pour qu'on puisse répondre aux besoins des scénographes? Mais c'est que tout soit à la même place. Puis c'est ça qui a émergé, en fait. Donc, si je pense que je raconte mieux, c'est correct? Ouais. Okay. Oui, merci, c'est super intéressant. Puis je pense que toi, tu as fait beaucoup de formations aussi. Voulais-tu ajouter quelque chose? Non, en fait, moi, j'allais juste dire en fait que je m'inspire beaucoup aussi de vos organisations, mais justement, c'est un truc que je suis en train de faire là, à Sherbrooke, de rassembler l'ensemble des costumes qui traînent dans chacune des entrepôts des 7 compagnies de théâtre professionnelles qui sont installées au Centre des arts de la Seine-Jean-Besseret. Mais l'appel a été fait justement pour aller récupérer tout ça puis les modifier. Après, je vous poserai la question sur les droits d'auteur, là, je ne sais pas trop. Mais bref, c'est ça. Donc, je suis en train de tout rassembler ça. Puis avec ça, c'est des centaines de costumes des 30 dernières années d'existence. Là. Fait que c'est ça, je suis là-dedans. Oui, bien c'est ça, c'est vraiment un mouvement qui est assez récent, dans le fond, de mutualiser ce que chaque compagnie gérait elle-même. Puis il y a vraiment un mouvement en ce moment d'éclatement de tout ça. Donc, c'est super intéressant de voir qu'il est à la grandeur du Québec, dans le fond. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Je pense qu'au Grand Costumier, vous développez aussi des formations, un programme de formation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien, tu sais, c'est sûr. Moi, c'est pas mon métier à la base, le costume. Là. Je suis plus du côté du management. Kate a enseigné le dessin au Collège La Salle. Ça existait avant la pandémie. Il y avait des cours qui s'offraient vraiment spécifiquement aux professionnels. Il y a comme toute une nouvelle façon d'envisager la formation. Tu sais, tout ça a été vraiment chamboulé, puis une petite révolution qui a eu lieu. Tout ce qui a rapport le en ligne, le asynchrone aussi, c'est en train d'être réfléchi, d'être développé. Fait qu'il y a des plateformes qui sont en train d'être pensées pour pouvoir offrir des formations qui sont super adaptées au milieu. C'est soit la formation continue, mais on est aussi en train d'essayer de développer tout le côté du patronage numérique pour les jeux vidéo puis les effets spéciaux. Il y a vraiment un vrai besoin. On est en train de le confirmer en ce moment avec des gens du milieu là, qui ont une espèce de groupe, un groupe pilote. Fait qu'il y a tout ça aussi qui est en développement. Puis il y a une plateforme web qui est en développement aussi. Il peut y avoir aussi, ça peut être à plusieurs modes hybrides, en présentiel, en synchrone, en asynchrone. Tout ça, c'est en développement. Donc, c'est sûr que ce que je trouve le plus intéressant dans le milieu du costume, c'est que c'est des artisans. Quand on est un artisan, oui, tu peux aller l'étudier de façon théorique quelque part, mais tu ne peux que te perfectionner en le faisant et en étant au contact de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi. Fait que l'espèce
perméabilité entre les individus costumiers et costumières qui, entre eux, de toute façon, déjà mutualisent les savoirs, qui sont des savoirs, je te dirais, c'est un peu intangible. Il faut que tu l'aies fait, il faut que tu le partages, il faut que tu l'essayes. Comme disait Kate, tu as regardé dans des cahiers quand tu étudies comme costumière, les costumes, les robes des années 50, mais tu arrives au grand costumier, tu fais un stage là-bas, puis là, tu découvres des vraies robes, comment elles sont vraiment faites, les tissus. Donc, c'est vraiment le côté partage des savoirs, transfert des savoirs aussi entre les générations. Il y a beaucoup de costumières qui sont en fin de carrière aussi, là, qui sont rendues à un stade où sont fatiguées, elles veulent passer le flambeau. C'est la même chose avec les costumières. On parlait des costumières, justement, dans ton coin, qui sont des costumières de métier. Elles ont ramassé une collection personnelle, puis là, elles sont en train de dire, bien, je vais la passer, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. On est rendu là, je pense, on est rendu dans cette phase-là. Fait que je m'éloigne un peu, mais les formations, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on veut les développer. Donc, c'est pas juste de la formation continue, genre pour prendre des mesures ou des choses comme ça. On est vraiment dans une réflexion sur la passation des savoirs entre les générations aussi. Oui, absolument, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, Kate, j'aimerais ça que tu me parles un peu. Je sais que tu as travaillé effectivement, comme Ariane disait, que tu as enseigné beaucoup. Puis j'aimerais ça qu'on intègre aussi un peu les aspirations de la relève que tu as vues. Donc, comment le regard des jeunes qu'on est en train de former en ce moment, de quoi ils ont besoin? À la recherche de quoi ils sont? C'est quoi les outils dont ils ont besoin pour faire leur métier de la meilleure façon possible? Donc, ce que tu as pu constater dans les dernières années? Parce qu'on a beaucoup parlé des co-responsabilités dans les dernières semaines. Puis je mentionnais que je dirais que dans les 5 dernières années, j'y vais de façon large, là, mais de plus en plus de volonté des jeunes étudiants à créer de façon éco-responsable, de penser aux implications de la construction du vêtement, qu'est-ce qui arrive au vêtement après, d'où est-ce que vient mon matériau premier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu puis qui est fort, puis que je pense qu'il va nous amener à transformer comment on aborde l'enseignement lui-même, puis la conception en tant que telle. Oui, c'est ça. Bien, ça, je trouve ça super intéressant aussi de voir que le milieu change, qu'il y a un mouvement de mutualisation, mais il y a aussi il y a un réel besoin qui pousse des nouvelles générations de costumiers et costumières. C'est super. Bien sûr, vas-y. C'est tant qu'à y être, là, c'est que, tu sais, auparavant, on pensait beaucoup à des lignes droites dans notre façon de concevoir un costume, un décor, n'importe quoi, dans le fond, dans nos vies quotidiennes. Tu sais. Il y a un début, il y a une fin, puis à la fin, on réfléchit pas, ça fait juste, on pense, ça disparaît. Mais dans les nouvelles générations, on n'aura pas le choix d'y aller plus de façon circulaire. Il faut briser les lignes droites, tu sais. Fait qu'on se dit, bien, la pièce vient d'où? C'est comme des spirales. Fait que c'est des choses qui peuvent être... J'irais plus loin que le développement durable. Dans ce cas-là, on est vraiment on sort d'une logique qui était destructrice. Fait que... Puis la mutualisation, pour moi, tu sais, des savoirs, des savoir-faire, des expertises de chacun, pour moi, ça va dans la même direction. Fait que... Oui, absolument, c'est ça. Il y a la notion de, tu sais, ça vient d'où, puis ça va où après nous. Puis je pense que l'exemple que tu donnais aussi, que tu m'as déjà donné, que j'aimerais que tu racontes ici, Kate, de la chapellerie, dans le fond, le lien avec les textiles, avec la matière qu'il y a dans les savoirs ancestraux en chapellerie, puis ce qu'on essaie de transmettre, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. En fait, de façon très, très, très simple, c'est que traditionnellement, quand on voyait des choses comme les modistes, les chapeaux, ou même le vêtement lui-même, on ne met jamais de colle sur le chapeau de base parce qu'après, on peut enlever les garnitures, on peut le regarnir et toujours le remettre au goût du jour. Puis pour moi, de regarder ce savoir-là ancestral, ça nous informe beaucoup sur comment c'était avant, puis comment on devrait recommencer ou continuer à encourager les jeunes générations à faire. Parce que c'est sûr que mettre de la colle chaude, ça va vite, puis c'est facile, mais on veut briser ces lignes-là pour que justement, après, on n'a pas à dealer avec de la colle chaude et des choses qui s'en vont aux poubelles parce qu'on ne peut pas refaire rien avec.
Oui, c'est ça, c'est un nouvel attachement. En fait, on réalise de plus en plus à quel point les ressources sont précieuses et ne sont pas infinies. Donc, il faut qu'on revienne à des pratiques qu'on faisait il n'y a pas si longtemps, mais qui sont des initiatives qui émergent. Donc, de conserver ce qu'on a déjà, c'est dans cette voie-là aussi. Donc, c'est super intéressant. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de la vision pour les prochaines années du Grand Costumier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tu veux parler? Tu veux dire de quoi? Vas-y. Bien, il n'y a rien d'officiel encore, mais tu sais, on est parti de 70 000 pièces qui ont été récupérées du costumier de Radio-Canada. On est en train de plus en plus de s'émanciper, je te dirais, de ce premier modèle-là. Puis, bien, depuis 2016, on est rendu à 120 000 pièces. Tu sais, on le disait tantôt. L'espace qui nous a été prêté par la Ville de Montréal, c'est les anciennes archives de la Bibliothèque nationale, le beau grand bâtiment. Je ne sais pas si vous êtes familier un petit peu avec le bâtiment. Exactement. On est dans la côte, en arrière, tout ce qui était... Fait que c'est un bâtiment qui est particulier, qui a 5 étages, puis il y a une armature intégrée au bâtiment où il y avait les archives. Donc, on a enlevé... Bon, enfin, on a tout adapté. Ça reste que là, le nombre de pieds carrés qui est disponible, je veux dire, on éclate, là. Puis vraiment, c'est un peu cheesy, mais je nous vois un peu comme un papillon, tu sais, qui va émerger de son cocon. Excusez-moi, je le sais, fallait que je la fasse. Mais on est là, tu sais, puis je pense que c'est l'occasion parfaite après cette dure pandémie qu'on a tous vécue pour se dire, OK, on se relève les manches, on réfléchit les choses d'une autre manière. Moi, j'ai pas envie qu'on soit dans une logique de concurrence, pas du tout. Je trouve pas ça logique dans le milieu des arts, surtout quand on est fortement, tu sais, financé au public, sauf bon, dans d'autres modèles d'affaires particuliers. Puis là, je me suis dit, OK, fait qu'on veut se relocaliser, puis on se dit comment on peut s'intégrer dans les nouvelles façons de voir les choses. Puis il y a un beau grand projet qui pourrait émerger justement de ces réflexions-là, puis de se dire comment on peut faire pour justement concrétiser cette mutualisation-là, tu sais. On aurait envie, moi j'en rêve, je ne sais pas si ça va se réaliser, je travaille bien fort pour que ça commence à être connu, mais je rêve qu'on puisse créer un pôle du costume professionnel québécois. Puis je ne parle pas de Montréal, là, on va sortir de cette logique-là aussi, n'est-ce pas? Puis de se dire, on a un lieu où il y a un grand costumier, il y a des pièces qui sont effectivement, oui, anciennement issues de Radio-Canada, mais qui sont de plus en plus issues du milieu, à la fois des professionnels puis des particuliers qui nous donnent des choses. Puis il y aurait tout un espace d'atelier aussi où on pourrait accueillir des gens qui sont du costume élargi. Tu sais, on parle de chapeliers, il y a des cordonniers, des corsettiers, des impressions textiles. Puis on aimerait ça que ces espaces d'atelier-là soient pérennes, qu'ils soient aussi équitables pour le milieu. Fait que c'est la belle grande vision que j'ai envie de développer. Puis c'est vraiment tout à fait dans un concept de mutualisation, mais de A à Z, là, au complet. Fait que on espère que ça va être... j'espère que ça va avoir un écho aussi chez les décideurs publics, puis parmi l'ensemble du milieu. Vous parliez justement d'avoir une espèce de synergie entre les différents costumiers dans les écoles. C'est tout à fait le genre de truc, tu sais, ça reste à faire aussi à Montréal, ça n'a pas été fait. Donc, tu sais, il y a les Grands Ballets, l'Opéra de Montréal, ils ont leurs ateliers, ils ont leurs costumiers. Je présume qu'ils en ont besoin, puis c'est privé. Mais tu sais, comment on peut faire pour commencer à avoir peut-être un petit peu plus de perméabilité entre nos différents lieux? Ça reste que c'est un métier qui est traditionnel d'une certaine manière. Fait que, voilà, c'est ça la grande vision pour l'avenir, qui n'est pas juste pour le grand costumier. Non, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est une vision aussi de partage des savoirs et de mutualisation avec toutes les structures ici présentes, je dirais, et même plus. Kate, voulais-tu rajouter sur la vision? Bien, j'allais dire, Ariane a super bien parlé, c'est comme de l'espace que ça pourrait habiter, mais je pense que quelque chose de vraiment fort qu'on a dans notre milieu, c'est on est généralement généreux de notre temps, même si on n'en a pas beaucoup. Fait que d'avoir un lieu où est-ce qu'on pourrait être tous ensemble, là, ça pourrait aussi nous aider à être... je pense aux jeunes qui sortent de l'école, qui souvent sont pleins de talent puis qui n'ont pas nécessairement de bonnes portes d'entrée dans le milieu, ou à ceux, peut-être ceux qui sont plus vieux puis qui veulent quitter. On n'a pas de place nécessairement claire où est-ce que ces gens-là peuvent connecter puis partager leur savoir. Puis je pense que ça, au niveau personnel, je pense que ça pourrait être super fort. Puis cette belle mutualisation-là,
je pense que ça serait vraiment le fun. Oui, bien vraiment, en fait, c'est super intéressant parce que c'est le métier de concepteur de costumes, en fait, c'est souvent un métier qui est solitaire. Donc, par production, il y a une personne qui fait ce poste-là, donc qui travaille en collaboration, évidemment, étroite avec tous les autres, mais il y a peu d'occasions de collaboration entre personnes conceptrices, donc de costumes. Donc, c'est super intéressant. Puis moi aussi, je sens dans les contacts que j'ai avec la relève aussi un très, très fort désir d'avoir plus de contacts, de ne pas travailler en vase clos. Donc, je pense que ça peut être super intéressant. C'est vraiment aussi l'idée de communauté de pratique qui commence à se répandre de plus en plus. Moi, je sais qu'en tant que directrice générale d'un organisme culturel, tu sais, j'ai mon CA, puis j'ai mes employés, puis ben à qui d'autre que je peux parler de mes réalités sans qu'il y ait des enjeux. Fait que, tu sais, le contexte aussi de communauté de pratique, j'espère que ça va se répandre de plus en plus puis que ça va devenir quelque chose qui est intégré à nos vies respectives professionnelles. Donc, tu sais, je pense que dans le milieu du costume aussi, on aurait effectivement, comme disait Kate, on aurait vraiment, ce serait bénéfique. Oui. À votre connaissance, est-ce que ça existe des structures comme ça à l'international? Est-ce qu'à l'international, il existe déjà des structures comme ça à votre connaissance? Non? Fait qu'on pourrait être précurseur, se servir de notre... c'est ça, les femmes visionnaires ici sont en train de mettre en place quelque chose de très, très intéressant, je trouve. Est-ce que c'est un projet, toi, qui t'interpelle quand on parle de ça, de mutualiser les savoirs, d'avoir un pôle de savoir autour du costume? Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle? Oui, ça m'interpelle, mais c'est pas dans l'immédiat, tu sais, dans le sens où c'est pas ma priorité immédiate en ce moment. C'est correct. Je dirais que ça fait 6 mois que j'existe, puis tu sais, tout ce que contient mon costumier est dans ma tête. Fait que tu sais, il y a rien d'inventaire, tu sais, j'ai pas d'inventaire. Tu sais, j'ai aucune photographie. Fait que, tu sais, il y a plusieurs étapes avant ça. Il y a beaucoup d'étapes avant ça. Fait que oui. c'est ça, c'est pas ma priorité, mais assurément, je l'entends et je vais de l'avant avec ça. C'est bon. Merci. Je me permettrais peut-être d'ajouter quelque chose. Tu sais, que tantôt, quand je parlais des ressources, on parlait des ateliers, mais une des choses qui est ressortie beaucoup, puis on dirait que je disais, ah oui, c'est vrai, les ressources cachées dans les ateliers des personnes qui font de la conception de costumes, tu sais, les rouleaux de tissu qu'ils n'utilisent pas puis qu'ils ont acheté, les bacs de vêtements qu'ils ont mais qui n'ont pas le temps de gérer. Nous, on a parlé à beaucoup de concepteurs, puis ils disaient, moi, mettons, là, j'aurais l'équivalent d'un petit costumier à être d'accord que ça soit loué. Puis, tu sais, nous, le but, c'est de faire comme quel pourcentage va aux concepteurs, quel pourcentage va aux gens qui vont l'entretenir, en fait, au costumier. Là, on ne sait jamais, on n'a pas encore trouvé de nom, là, mais mettons au costumier. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... puis on se disait même d'avoir peut-être... tu sais, quand on a brainstormé avec... c'était vraiment intéressant, les multiples rencontres avec les artistes, mais de se dire, y a-tu même un pot à l'avant de, justement, pas un pot, mais un espace où c'est même des dons, en fait. Tu sais, les gens y arrivent, puis ils font, moi, j'ai des fins de rouleau, puis tout ça, ou des échanges. On se disait même, tu arrives, tu donnes, puis s'il y a quelque chose qui tente, ben, tu le prends, puis tu sais, il y a quelque chose d'échange. Autant il y a de la location, mais autant il y a un savoir, il y a un partage, il y a de la matière, parce qu'on veut que la matière elle roule. Puis des fois, on fait « Hey, j'ai besoin d'un demi-mètre pour faire une petite affaire. Moi-tu aller? » Puis là, faire qu'est-ce qui existe, puis souvent, on trouve encore plus beau dans ce qui existe déjà. Donc, il y a ça, ces ressources-là qu'on parlait, puis qu'on disait « Mon Dieu, qu'il y a du rouleau pour partir presque un nouveau Fabriqueville collaboratif. » Non, mais dans les ateliers des gens, c'est ça qu'on se disait, dans les armoires, puis tout ça. Fait que recirculariser tout ça. Oui, puis par manque de temps aussi, souvent les concepteurs, conceptrices qui ont des ateliers n'ont pas le temps de remettre en circulation ces choses-là. Donc, c'est tout ça là, que ça va chercher. Ça répond à un besoin aussi des gens qui ont besoin qui veulent que ça circule, mais qui n'ont pas le temps à investir là-dedans. Daniel, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'idée dont tu m'as fait part, qu'il y ait des stagiaires potentiellement, donc des jeunes diplômés qui, à la fin de leurs études, je te laisse aller avec ça. C'est un peu dans l'idée de formation aussi. Si on sort de l'école puis on n'est pas tout à fait complet, là, il y a des choses à apprendre, puis que les jeunes qui sortent de l'école puissent venir travailler dans le costumier et apprendre à réparer des choses. En tout cas, vous en avez parlé un peu quand même, là, mais que ça fonctionne sous forme de stage, puis peut-être après ça, tu deviens membre ou tu as accès, mais tu
as une meilleure vision de ce qui est disponible aussi là, à Québec, là, parce qu'on sort de l'école puis on connaît juste le costumier du conservatoire, par exemple. Il y a tellement de choses qui existent, puis tout est caché un peu. Voilà. Oui, c'est ça, une transmission, un programme de stage. Je pense que ça pourrait même, tu sais, rêvons, s'il y avait comme des stages, un stage au grand costumier, un stage à la costumière, un stage au costumier de Québec. Là, tout d'un coup, les jeunes générations sortent puis sont déjà sensibilisées au fait qu'il y a différentes ressources à plusieurs endroits au Québec. Ça changerait la vision des choses probablement. Partie de la professionnalisation aussi de ces jeunes-là, Oui. qu'on peut s'entraider là, pour les aider. Absolument. Je rajouterais, je sais pas, mais moi, je me rappelle quand je suis sortie du conservatoire. Quand je suis sortie du conservatoire, puis mon Dieu, que, tu sais, j'avais beau être dans une compagnie, puis d'autogérer, mais je me sentais petite, là, tu sais, tout seul, puis qu'est-ce que je vais faire, puis tout ça, parce que j'avais pas de lien avec personne du milieu, tu sais. T'as des profs, puis tout ça, puis après ça, tu fais... Je viens de finir les 3 ans les plus intenses de ma vie, puis là, c'est un vide total. Je sais pas comment travailler dans ce milieu-là, je sais pas. Fait que déjà, de créer des liens, c'est comme aussi prendre soin des oisillons là, qui sortent. Fait que non, c'est ça. Puis moi, je rajouterais que moi, j'aimerais ça qu'ils fassent des stages. J'aimerais ça que ça fasse partie du cursus scolaire, qu'en première, deuxième, troisième année, il y ait peut-être une dizaine d'heures par année où ils viennent apprendre comment ça fonctionne, mais c'est aussi voir puis créer des contacts avec des gens, puis tous en individuel. Moi, je voudrais pas qu'ils viennent en groupe, je voudrais qu'ils viennent... Ça, c'est ma vision à moi, mais j'aime ça que s'ils viennent en individuel, c'est plus immersif, tu fais plus de contacts, fait que je me suis dit que, en tout cas, c'est des idées qu'on avait aussi, là, à jaser. Très intéressant, mais c'est vraiment, c'est super beau de vous entendre, puis on voit vraiment émerger une autre vision, une autre façon de faire les choses qui moi, en tout cas, que je trouve super enthousiasmante. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter que j'ai pas abordées? Non, j'ouvrirai à la salle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Oui? On parle de récupération. Je pense à François Barbeau, entre autres, qui était le costumier à une époque. Y a-tu de la récupération de ces choses? Parce que lui, il devait l'avoir, l'atelier, là. Moi, je peux pas vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que souvent, le concept de droits moraux, de droit moral, de droit d'auteur bloque un petit peu le don ou la passation dans les costumiers qui, en fait, l'anonymise un petit peu plus, là, le costume. Fait que ça reste tu sais, on a ici, nous autres, on a Michel Robida, qui est tu sais, voilà, qui nous en a donné ou vendu, en tout cas, qui en a donné beaucoup. Puis il y en a plein qui a gardé. Parce que c'est à lui, ses créations sont trop marquées par un acteur ou c'est une personne qui l'a pas fait. Mais dans le cas de Barbeau, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de... Moi, je ne suis pas au courant, mais je sais pas. Il y a eu une expo, Oui, c'est ça. Il y a Viviane Morin, directrice générale de l'APASQ, qui prendrait la parole. Oui. Les personnes conceptrices, c'est des artistes et qui créent. Et donc, évidemment, qu'il y a un droit d'auteur qui vient avec leur création. Donc, j'appellerais pas ça bloqué, mais j'appellerais ça un droit acquis sur une œuvre, en fait. Puis après, la personne peut décider tout de même de laisser aller ça d'une façon ou d'une autre, en contrepartie monétaire ou parce que le costume physique appartient aux producteurs ou je vais parler pour le théâtre, surtout là, appartient aux producteurs de théâtre, mais le concept du costume et l'utilisation le droit d'utilisation de ça appartient à la personne conceptrice. Mais je serais intéressée quand même parce que tantôt Guylaine t'a dit je vous poserai des questions, puis Marie-Renée a fait ça, mais moi je serais intéressée de savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de ça. Bien, je ne sais pas qu'est-ce que j'en pense. En fait, je me pose la question. Mais en fait, je me dis, tu sais, un costume, tant qu'on ne sait plus à quelle partie appartient, tu sais, mettons une robe avec un col de fourrure, avec ci, avec ça, tu sais, si tout est capable d'être détaché puis transformé, je me dis, ça doit passer. C'est du cas par cas, en fait, mais nous, c'est sûr qu'il va falloir établir une ligne de conduite. Là, nous, on est rendu à déposer pour ouvrir puis avoir un projet pilote, là, fait qu'on est rendu là à ramasser des sous, hein, fait qu'on est pas mal rendu là, fait qu'on croise les doigts d'avoir des réponses positives, mais le droit d'auteur, moi, j'en ai discuté avec beaucoup d'artistes, justement, parce que c'était un de mes points importants pendant mes consultations, puis ce qui ressortait à peu près avec tout le monde, puis on en avait parlé avec Daniel aussi, c'était, ça dépend, tu sais, je veux dire,
quand ça n'a pas été confectionné, mais que ça a été acheté, là, il n'y a pas de droit d'auteur, bien sûr, qui suit. Là, on s'entend si on a acheté un complet qui existe, tout ça. Dès qu'on est dans la confection, si on a fait, des fois, quand c'est des reproductions, il y a ça aussi, là, des fois, quand c'est une reproduction de quelque chose qui existe déjà, fait que dans le fond, on a reproduit. Souvent, là, le droit d'auteur, il est plus flou parce que c'est une reproduction d'une autre œuvre qui existait déjà, de quelque chose d'époque. Fait que ça, même avec les concepteurs qui disaient, bien, si j'ai fait une repro de quelque chose, le droit d'auteur, il suit. Moi, j'ai pas de problème que mon droit d'auteur, je le cède, en fait, parce que j'ai pris exactement quelque chose, puis je l'ai refait exactement. Mettons, c'est plus un travail d'équipe sur un projet. Après ça, ce qu'on a jasé, c'est tout ce qui est reconnaissable, tout ce qui est très typé d'un artiste, tout ce qui est une conception complètement directe. Là, ça suit des droits d'auteur. Fait que c'est soit que ça va, soit que fait que c'est une question à chaque costume au concepteur. Est-ce que tu acceptes que ça soit loué? Sinon, ben c'est pas loué. On refuse de louer, puis c'est soit gardé dans les collections des théâtres, puis ça arriverait pas chez nous. Puis s'ils acceptent, ben il faut avoir une entente. Fait que nous, ce qu'on se disait, c'était d'avoir un pourcentage de la rémunération de la location. Qu'il y ait un droit d'auteur qui soit alloué à ce costume-là, en plus de la location, puis qu'il y ait une mention, un crédit, en fait, dans les conceptions. Fait que conception de, puis qu'il y ait peut-être une mention dans les programmes et tout ça par rapport aux concepteurs. Fait qu'à date, c'est ce qu'on trouvait que tout le monde était d'accord parce que les concepteurs, ils veulent que ça roule quand ils acceptent que leur costume soit loué. Donc, c'était pour dans le respect vraiment, là. Fait que c'est du cas par cas. Fait que ça demande de demander à chaque concepteur pour chaque chose qui est reconnaissable. Fait que là, après, c'est ça. Quand c'est pas reconnaissable. Oui, puis là, on se disait, les jupons font pas partie de ça. Toutes les choses qui sont en dessous, là, c'est pas ça. Fait que... Absolument. Pour faire du pouce là-dessus, je dirais, parce que chez nous, c'est quand même rare que dans nos acquisitions, c'est des costumes reconnaissables. Beaucoup, ce qu'on a, c'est des vêtements, des morceaux qui après peuvent être utilisés par d'autres personnes. On fait pas vraiment des acquisitions d'une série de costumes en tant que tel. Reconnaissable, toute montée. Ça n'existera pas. C'est ça la nuance. Par exemple, si je peux ajouter juste un truc, quand on a reçu un don de Juste pour rire, qui se débarrassait d'une bonne quantité de costumes, il y en a plein qui ont gardé parce que, en fait, par exemple, le costume d'Aaron Poppins, ben, ils ont dit, ben, on va le garder parce qu'on voudrait juste pas que quelqu'un comprenne que ces morceaux-là vont ensemble puis recréer le costume de Mary Poppins. Fait qu'ils ont gardé. Mais tout le reste qui était non reconnaissable, ça devient un veston, un pantalon, une chemise. Ça devient... Bref, ça devient plus commun, si on veut, d'une certaine manière. Fait que c'est là aussi nous, on a dit, ben, ce que vous nous vendez ou vous nous donnez, vous acceptez que la ligne est tracée à ce moment-là, tu sais. Mais le concept de droit de suite, ou des droits voisins, comme vous en parlez, c'est presque comme si je fais, peut-être que je vais dire une grossièreté, mais c'est quasiment comme un concept de bibliothèque, quelque part. T'sais, dans notre cas, c'est pas vraiment le cas. On est plus vraiment dans une logique de location de costumes pure. On n'est ni une bibliothèque ni un musée, mais on a une collection. On s'est beaucoup questionné là-dessus. Mais on dirait que dans votre cas, on dirait que vous allez plus vers la... Ça se peut-tu que c'est ça comme une logique presque de bibliothèque ou... Bonne question, hein? Bonne question. Bien, bonne question. Bien, écoute, on n'est pas rendu là parce que je pense qu'en fait, j'ai l'impression que la réalité va nous rattraper, dans le sens que là, nous, on l'a réfléchi, on a encore beaucoup de réflexions à faire. Puis ce qui est drôle, en fait, c'est quand même qu'il risque de retourner... La collection de la Maison Jaune risque de retourner à la maison parce que la charpente des Fauves, c'est l'ancienne Maison Jaune. Fait que, tu sais, nous, la roue, elle tourne de plein de façons, là. Puis c'est ça, puis il y a ce désir-là d'être au centre-ville, puis tout ça. Mais ouais, je pense qu'il y a encore à pousser cette idée-là, de voir comment on peut trouver un modèle viable, en fait, pour respecter, mettons, les compagnies qui nous prêtent leur stock. Puis... oui, c'est ça, la limite est vraiment mince, puis on le sait parce que ça n'existe pas. On comprend que les gens ne se sont pas lancés là-dedans. Nous, on comprend que c'est encore un autre défi un peu fou là, à se lancer dedans. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut l'essayer, puis il faut le faire, puis c'est ça, ça va être du cas par cas. Puis, mais on a une bonne base aussi qui n'est pas identifiable, puis je pense pas qu'on va se ramasser avec des trucs de collection. Je pense pas que les gens vont vouloir les donner. Fait que je pense pas que ça va circuler. Oui. Après, bien, c'est ça, en fait, je pense qu'on se rend compte que ce qui est reconnaissable est souvent non mutualisable. Fait que c'est comme la limite de... Puis aussi, un concepteur, ça m'apparaît comme très, très rare, un concepteur qui voudrait
concevoir avec l'œuvre de quelqu'un d'autre qui est reconnaissable. Fait qu'il y a comme des freins à l'intérieur même du système où j'imagine mal un concepteur qui voudrait réutiliser l'œuvre telle quelle, un costume tel quel dans son... Ouais. Je vois des bémols dans tes yeux, mais... Ça arriverait, je pense, en événementiel. Oui. C'est à ça que je pensais. Je pensais à, mettons, du travail. Nous, on a beaucoup de photographes qui viennent construire des looks. Ça arriverait. Oui, OK, je comprends. Parce que c'est pas le même... Même milieu, même... Oui. Ouais, OK, ouais. Daniel, tu voulais ajouter quelque chose? On sent que c'est une question quand même qui anime tout le monde, puis je pense qu'il faudrait qu'on se fasse des règles, en fait, qu'on réfléchisse ensemble, puis qu'on ait toutes un peu la même éthique, parce que c'est une question éthique. Dans le cas de Figure la Maison Jaune, quand moi j'y étais, en fait, ça m'est arrivé de me faire donner des productions entières, là, de Ex Machina qui m'appelle, puis vient prendre tous les costumes de Tempest. Bon. Ils n'ont pas sorti beaucoup, finalement, parce qu'ils étaient tellement identifiés à quelque chose. Mais les fois où ils ont sorti, ils n'ont pas sorti en total pour jouer Tempest. Mettons, on n'a pas repris les mêmes personnages dans les mêmes costumes. Et si on l'a fait, peut-être une fois ou deux, c'était avec des étudiants. Donc, c'était des productions qui étaient non professionnelles, qui n'avaient pas de... Il n'y avait pas de critique non plus qui venait. Donc, ça, je me permettais de le faire pour des non professionnels où il n'y avait pas... En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait toutes les mêmes règles puis qu'on se pose ensemble ces questions-là. Fait qu'il y aurait une notion professionnelle, non professionnelle. C'est la question. C'est-à-dire qu'il pourrait être pas tant professionnel, non professionnel, mais est-ce que tu vas faire de l'argent avec? Non, oui, je comprends. Je pense que c'est ça la limite. Super, c'est super intéressant. Merci d'avoir posé la question parce que ça soulève plein en fait, ça soulève les passions tout le temps. Oui. Dans l'idée que ce que je vous entends, c'est qu'il n'y a pas de catégorie comme on retrouve aux archives nationales au niveau des moi, je connais plus les documents sonores, tu sais, on peut, quand quelqu'un dépose quelque chose de sonore aux archives nationales, que ça date de 1910 ou 1900, ou tout est répertorié, il y a des règlements, il y a des droits d'auteur à payer. Est-ce que c'est ça le but que vous voulez, comme faire comme des archives nationales du vêtement, ou est-ce qu'il y a déjà une idée de ça, ou par époque, ou pour qu'il y ait des vraiment... Dans notre cas, pas du tout. Le but, c'est vraiment d'avoir un lieu central pour que tous les gens de la communauté peuvent avoir accès à une immense quantité de vêtements différents. Parce que c'est ça aussi, on n'en a pas parlé, mais je vous ai parlé qu'on a 5 étages, blablabla, mais on a de tout. On a du vêtement contemporain. Au lieu d'aller acheter tes T-shirts chez H&M, tu peux venir les louer chez nous. On a de l'historique, on a de tout ça, mais le but, c'est vraiment pas une archive, c'est une collection de travail, beaucoup plus. Oui, je pense que le ça devoir serait intéressant, de mémoire... quand même. Parce que sinon, ça devient muséal. muséal. C'est une mission muséale, puis on n'est pas dans cette dynamique-là, puis on n'est pas non plus dans... Oui, je vais prendre le micro, je vais passer le monde. Mais Puis moi, quand je suis arrivée au costumier il y a 6 mois, je me suis posé toutes ces questions-là. Je disais, c'est quelque chose qu'on doit développer? Est-ce qu'il faut qu'on y pense? Puis la valeur suprême dans ce contexte-ci, c'est de répondre aux besoins des costumiers professionnels. C'est vraiment ça, puis pour s'assurer qu'ils n'aillent pas en fast fashion. C'est vraiment, on veut éviter ça le plus possible. Fait que si tu as un costumier qui prépare un film, puis il a besoin de tant de types de costumes, tu veux pouvoir lui offrir dans ta collection. Fait que c'est pas tant son historique qui est important. Sauf que, juste pour faire une petite parenthèse sur le grand costumier lui-même, oui, on a récupéré de la collection de Radio-Canada, mais très peu de ces vêtements-là avaient été identifiés par soit un concepteur, soit un couturier, soit un acteur. Donc, on n'a pas, il n'y a pas eu, tu sais, peut-être que quelqu'un de Radio-Canada dirait non, moi je le savais, mais je veux dire, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été archivé. Fait qu'on a d'emblée éliminé cette mission-là, je vous dirais. Fait que c'est moins ça, je pense, c'est plus pour répondre aux besoins des professionnels du costume. Oui, je vais prendre 2 dernières interventions, peut-être voici Yann. Je veux juste dire, parce que en fait, en art de la scène, il y a des ententes collectives, en théâtre, tout ça, fait qu'il y a quelque chose, le droit est vraiment associé, le droit d'auteur, fait que
en cinéma, en télévision, c'est comme, là, excusez-moi, j'ai un singe à côté de moi, mais c'est un genre de buy-out, tu sais, c'est un genre il n'y a pas un droit d'auteur qui vient avec ça, fait que c'est pour ça que les personnes conceptrices sont, tu sais, je veux juste, tu sais, comme juste préciser des petites choses, là, les personnes conceptrices, c'est plus effectivement des costumiers ou des costumières en cinéma puis en télévision, il y a des concepteurs aussi, mais en théâtre, c'est vraiment une personne conceptrice qui a un droit d'auteur, c'est encadré dans des ententes collectives, fait qu'il y a cet élément de complexité-là peut-être, et oui, je comprends quelqu'un comme Michel Robida de donner, là, on s'entend qu'il est dans aussi peut-être une classe à part, là, mais fait que c'est ça, tu sais, fait qu'en art de la scène, je pense que c'est quand même important pour les créateurs, les créatrices de s'assurer de la suite de qu'est-ce qui vient avec leur création. Désolée, mais je mets tout le temps mon chapeau. Voilà. On aurait une dernière intervention. C'est juste une curiosité personnelle. Est-ce que mettons, au Grand Costumier, vu que vous êtes à Montréal, est-ce que vous pourriez avoir des vêtements du Cirque du Soleil? Tu sais, je veux dire, le Cirque du Soleil, l'atelier de costume, ça doit être quelque chose. Ouais. Mais, tu sais, c'est tellement pointu. Ça pourrait-tu se retrouver chez vous? Ça se louerait-tu? C'est ça la question. C'est aussi plancher des vaches que ça, la question qu'on se pose quand on va acquérir des pièces. Puis c'est genre, ça va-tu se louer? Puis ça va-tu se louer plus qu'une fois? Ça va-tu se louer pas dans 5 ans, genre là maintenant? Comme les vêtements de ballet, là, tu sais. Ben, tu sais, les vêtements de ballet, c'est plus pertinent que ça se retrouve au Grand Ballet, tu sais. Fait que c'est comme, à moins que tu veuilles faire un costume de quelqu'un qui fait semblant de danser le ballet. Fait que c'est une autre histoire, mais c'est moins dans nos priorités d'acquisition, disons-le comme ça, tu sais. Parce que c'est vraiment spécifique, tu sais, pour le cirque. Cirque du Soleil réuse leurs vêtements aussi pour des événements spéciaux. Ben, c'est ça. Souvent, ils prennent leur stock pour la marque Cirque du Soleil. OK. C'est assez niché. Ils ont leur costumier. Oui, c'est ça, ils réutilisent eux-mêmes. Puis juste pour peut-être le mot de la fin, en fait, via Ecoseno, au tout début de la pandémie, le Cirque du Soleil a dû se défaire d'énormément de choses, dont des costumes. Et nous, on a travaillé très, très fort, sachant que ces costumes-là avaient une valeur patrimoniale. Donc, pour nous, ce n'était pas des costumes qui devaient être remis en circulation pour être réutilisés mais vraiment qui devaient être gardés comme patrimoine. Donc, on a travaillé avec beaucoup d'institutions muséales. Donc, il y a une partie des costumes qui sont, entre autres, au Musée McCord, mais aussi au Musée de la Civilisation. Donc, une partie des costumes de Barbeau qui sont maintenant au Musée de la Civilisation. Voilà. Donc, voilà. Ben, ça met fin à notre table ronde aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super intéressant de savoir tout ce qui s'en vient, tout ce qui émerge. Donc, merci d'avoir été avec nous. Et voilà, au plaisir de vous parler dans d'autres circonstances. Au revoir. La technique.